C'est vous dire qu'aucune d'entre elles ne fonctionne. C'est un peu comme la beauté, si vous voulez. Si vous êtes, par exemple, je sais pas moi, si vous êtes au bord d'une plage et que vous voyez un soleil se coucher, bon, vous allez dire c'est beau. Vous n'allez pas dire je trouve ça beau. Vous allez dire c'est beau. Vous allez parler au nom de l'humanité tout entière. Et ça veut dire que le sentiment que vous aurez éprouvé à ce moment-là, vous l'aurez éprouvé de façon absolument incontestable, comme une évidence, puisque si la personne qui est à côté de vous vous dit bah non c'est moche, vous allez la regarder bizarrement. Et c'est en même temps un sentiment qui ne se prend pas pour une vérité, parce que au fond vous seriez incapable de dire ce que c'est que la beauté. On sait ce qui est beau, on sait ce que c'est qu'un beau geste, on sait ce que c'est qu'un beau visage, on sait ce que c'est qu'un beau corps, on sait ce que c'est qu'un beau tableau, on sait ce que c'est... Voilà, on repère la beauté, on la voit, on la reconnaît. On la reconnaît, mais paradoxalement, on ne peut pas la définir. L'amour, c'est la même histoire. On sait qu'on aime. On sait qu'on aime incontestablement, mais on serait bien en peine de nommer, de définir ou d'expliquer. Pire encore, le sentiment qu'on éprouve, en fait. C'est ça que je veux dire. Pour vous donner un exemple, et vous dire à quel point je n'essaie pas d'échapper à la question, mais je crois que c'est une question qui n'a pas de réponse. L'amour est une évidence sans vérité. Au sens où, par vérité, j'entends ce qu'on peut disséquer, analyser, expliquer et reproduire. On ne tombe pas amoureux sur commande. Si, par exemple, la personne que vous aimez vous demande imprudemment pour quelle raison vous l'aimez, pourquoi vous l'aimez, et que, encore plus imprudemment, vous vous aventurez à répondre à cette personne, l'histoire est morte. Parce que, quelles que soient les raisons que vous donniez au sentiment que vous éprouvez, si vous dites « je t'aime parce que t'es belle », ben oui, mais le jour où je serai moche, je t'aimerai moins. Je t'aime parce que t'es riche, oui, mais le jour où je serai pauvre, oui, etc. Bref, quelles que soient les raisons qu'on donne au sentiment qu'on éprouve, les raisons qu'on donnera au sentiment qu'on éprouve relèvent de ce que Pascal appelle des qualités empruntées. Des vertus provisoires, des vertus temporaires, qui sont sans commune mesure avec la nature du sentiment qu'on éprouve. Donc, c'est ça que j'appelle une évidence sans vérité. Évidemment, on aime quand on aime, et ça n'est pas douteux, mais l'amour, le sentiment d'aimer, s'accommode aussi d'une énorme part d'ignorance quant à lui-même. Croire qu'il faut... C'est comme les gens qui se rencontrent et qui se disent... vous voyez, je sais pas, imaginez... vous avez un coup de foudre. Vous voyez quelqu'un, vous ne l'avez jamais vu. Vous le voyez pour la première fois, et vous dites c'est lui. C'est lui, c'est peut-être pas lui pour toujours, mais en tout cas c'est lui. Là maintenant c'est lui, là c'est sûr. C'est lui. C'est lui ou c'est elle, peu importe. Vous avez un coup de foudre. Eh bien, ce que ce coup de foudre exprime, ce qu'il a d'inexplicable, c'est que vous reconnaissez quelqu'un sans l'avoir rencontré. C'est quelqu'un vous semble familier sans l'avoir rencontré. C'est comme un déjà-vu, si vous voulez. C'est pour ça, par exemple, que dans les soirées, les mecs qui veulent draguer, en général, disent « on ne s'est pas déjà vu quelque part ». Ce qui est une tactique nulle. Le type qui aborde quelqu'un comme ça, fille ou garçon, mérite le râteau qu'il prend. C'est vraiment un truc, on a tous essayé ça, c'est vraiment, on ne s'est pas déjà vu quelque part. En fait, on essaye ce truc-là parce que ça donne l'air un tout petit peu intelligent, parce que c'est une question qu'on pose en plissant les yeux. On ne s'est pas déjà vu quelque part. Au moment où on plisse les yeux, si on est assis, on peut mettre une main un peu avantageuse comme ça. Donc c'est la question qu'il est avantageux de poser, mais en même temps ridicule de poser, parce qu'évidemment, non, on ne s'est jamais vu quelque part, et puis de toute façon, tu ne m'intéresses pas. Mais en fait, c'est une façon d'attirer l'attention de l'autre. Mais on est injuste avec cette question, c'est ça que je veux dire, juste très rapidement, c'est on est injuste avec cette question, parce que dit cette question? Indépendamment du fait que c'est le truc du dragueur, c'est Jean-Claude Duss qui dit ça. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette question? Ben, il y a la veuve suivante, il y a « je ne vous ai jamais vu, mais je vous reconnais, je sais que c'est vous ». Et là, on est chez Platon tout de suite, c'est-à-dire que on voit quelqu'un et on a le sentiment, en le voyant, de l'avoir vu depuis toujours. On a un déjà-vu avec quelqu'un. Et c'est tout le paradoxe. Les choses nous semblent surprenantes quand elles se présentent à nous sous la forme d'un souvenir du présent. L'amour, c'est ça. Donc c'est une expérience. Mettre les mots dessus, c'est insuffisant. Il faut toujours un récit, la médiation d'un récit pour en parler, parce que soit vous l'éprouvez et vous ne pouvez pas le dire, soit vous le racontez, et vous pouvez l'éprouver en le racontant, mais parce que seul un récit, la souplesse d'un récit, ménage la possibilité d'en parler. Théoriser l'amour, c'est... Platon, par exemple, était incapable de faire... Enfin, théoriser l'amour. Doit-on se méfier de l'amour, pour paraphraser Kant, puisqu'il peut être dangereux en cela qu'il nous empêche d'atteindre, je dirais, la morale, la vertu, comme le prônent beaucoup de philosophes? Kant n'aime pas l'amour, mais c'est surtout le sexe dont il se méfie. Il n'aime pas l'amour parce qu'il a du mal à détacher le sentiment amoureux de ce qu'il appelle le sujet empirique.
dans la philosophie de Kant, et pour cette raison-là, il nous est très familier quand on le lit, quand on accède à son vocabulaire, c'est très facile ce qu'il dit. Dans la philosophie de Kant, nous sommes constitués de deux instances. Il y a en vous le sujet empirique, qui est né tel jour et telle heure, qui vit à tel endroit, qui fait telle expérience, qui fait sa petite vie, comme nous tous, enfin qui fait ce qu'il peut, quoi. Dans le temps qu'il a, bon, c'est le sujet empirique, qui tente de se trouver un sens, d'avoir du bonheur, du plaisir, qui surmonte les peines, enfin, nos petites vies. Et au-delà du sujet empirique, au-delà de nous-mêmes, au fond, il y a en nous quelque chose d'universel, qui peut se révéler avec une émotion esthétique, le sentiment de la beauté, qui soudain, en nous donne le sentiment qu'il doit s'imposer à tous, ou bien le sentiment du devoir, le sentiment de la loi, l'idée que si, par exemple, si vous brûlez un feu et qu'un policier vous arrête et vous dites « moi, mais il n'y avait personne » et que le policier vous répond « oui, mais si tout le monde en faisait autant », ben, il est kantien quand il vous dit ça, vous voyez, il a raison. Et de fait, c'est l'argument qu'il donne avant de vous mettre une prune que vous n'avez pas volée. Kant est celui qui envisage ces deux dimensions de l'individu, sujet empirique et ce qu'il appelle sujet transcendantal. L'individu et l'homme. L'individu et l'homme. Or, évidemment, il y a bien des individus qui ne sont pas tout à fait des hommes, si j'ose dire, même si, notamment pour Kant, ceux qui ne font pas usage de la raison. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Là-dessus, ce qu'il n'arrive pas à faire, ce qu'il n'arrive pas à penser, c'est peut-être une faiblesse ou un manque dans son système, en tout cas, c'est une sécheresse dans sa pensée. Ce qu'il n'arrive pas à penser, c'est la possibilité pour le sentiment amoureux de transcender la dimension du sujet empirique. C'est-à-dire qu'en fait, il rattache le sentiment amoureux comme le bonheur, par exemple, au confort, au plaisir du sujet empirique, aux petites joies de l'existence. Par exemple, pour Kant, les grands bonheurs de sa vie, c'était de fumer une pipe après le déjeuner, en buvant un café. Donc, il fumait une pipe après le déjeuner, quand on lui apportait son café, il était tellement heureux qu'il disait « Terre, terre !» un peu comme un vigile qui voit la terre au loin sur un bateau. C'était ça son plaisir, mais il ne faisait pas plus de cas de son plaisir que ça. Et au fond, pour lui, l'amour, c'est pas tellement plus que ça. Ce sont les petites joies du sujet empirique. Et donc, du coup, ce dont il faut se méfier dans le système de Kant, c'est de la fascination que peuvent nous inspirer ces petites joies, parce que du coup, elles s'exercent en nous aux dépens de ce qui en nous est plus important que nous. Prenons pour Kant l'exemple du bonheur, au-delà de la question de l'amour. L'exemple du bonheur, c'est très intéressant. Kant dit le bonheur est un idéal indigne de l'homme. Il dit quand même, le mec, il charrie. Non! Ce qu'il veut dire par là, c'est que le bonheur est un idéal indigne de l'idée d'humanité, c'est-à-dire du sujet transcendantal. Il n'y a que le devoir qui soit à la hauteur du sujet transcendantal, c'est-à-dire de l'universel en nous. Le bonheur, il ne peut pas être universel, on n'a pas la même idée du bonheur, on n'a pas la même vie. Et comme Kant confond le bonheur et le confort, on n'a pas la même idée du confort, on n'a pas la même idée du plaisir, on n'a pas les mêmes goûts. Donc le bonheur relevant des goûts du sujet empirique que nous sommes ne peut pas faire l'objet d'une législation universelle. De la même manière, l'amour. Et c'est la raison pour laquelle Kant permet de penser le danger qu'il y a pour un régime politique à proposer le bonheur à ses concitoyens. Méfiez-vous d'une nation qui offre le bonheur, puisque ça veut dire que sous cette offrande, il y a l'imposition au peuple d'une certaine conception du bonheur. Il y a toujours quelque chose d'un tout petit peu totalitaire dans cette ambition-là, à l'ère moderne, à l'ère contemporaine, depuis la Révolution française. Mais chez Kant, l'amour, bon, c'est quand même un idéal du sujet empirique. Et, au fond, ce qui le dérange, c'est le sexe. Non pas parce que c'est le sexe, non pas parce que c'est agréable, parce que il faudrait pas, ou je ne sais pas quoi, il n'y a aucune condamnation morale derrière ça. Mais ce dont il se méfie, et là pour le coup il est vraiment dans le sillage de Platon et du banquet dont je vous parlerai après, peut-être si tu m'en donnais l'occasion. Mais ce dont il se méfie dans le sillage de Platon, c'est de l'effet de fascination qu'implique le désir ou le sentiment amoureux et de la perte, au fond, de ce qu'il peut y avoir de morbide là-dedans. On se perd dans un corps comme on se perd dans une addiction. Et on se détourne de ce que nous serions capables de regarder si nous pouvions regarder plus loin que nous-mêmes. Au fond, le sentiment amoureux nous enferme, nous réduit l'horizon à la pointe de notre nez, si j'ose dire. Mais ça ne va pas tellement plus loin, si vous voulez. C'est ça qui le gêne dans la perspective ouverte par contre. Alors que, je fais la transition tout seul, mais Platon c'est différent. Quelle belle transition. Parlons de Platon. Non, ce que je veux dire en fait, c'est que le plus beau texte que vous puissiez lire sur l'amour, il rappellera des souvenirs de terminale peut-être à certaines d'entre vous.
c'est quand même le banquet. Et ce que je voudrais vous dire du banquet, en fait, il y a 3 choses que j'aimerais vous raconter très rapidement du banquet, mais quand même, ça vaut le coup. Le banquet, c'est une réunion d'hommes. On est chez Platon, donc il n'y a pas de femmes. Outre temps, outre mœurs, il n'y a pas de femme. La seule femme qui apparaît un jour, c'est Xantippe, la femme de Socrate, quand elle va le voir alors qu'il est en train de mourir. Enfin, il va mourir, il est condamné à mort. Elle lui dit, mon mari, tu vas mourir. Il lui dit, justement, j'ai peu de temps, laisse-moi avec mes amis. Et elle lui répond, mais tu vas mourir alors que tu es innocent. Et là, il la fusille du regard. Il dit, eût-il mieux valu que je mourusse coupable. C'est vous dire le peu de cas qu'il faisait de son épouse. Donc, ils sont entre mecs. C'est comme ça. Et ils parlent d'amour, puisqu'ils sont en bonne compagnie. Rien ne les dérange, aucune femme, aucune mégère dans leur esprit ne les dérange. J'arrête avec ces comparaisons parce qu'il n'y a aucun sens à faire instruire un procès en misogynie à quelqu'un qui a écrit il y a 2500 ans. Mais enfin bon, c'est une ambiance à laquelle il faut s'habituer, nous modernes, nous contemporains, parce que les choses peuvent nous surprendre. Et dans cette ambiance-là, il décide de faire une sorte de concours de rhétorique, c'est à qui parlera le mieux de l'amour. Alors je passe sur les discours préalables, le discours de Pausanias, d'Agathon, d'Éryximaque, tout ça ce sont des participants qui ont élégance et allure, ce sont des aristocrates athéniens, de beaux garçons. Mais bon, ils font des discours qui sont comme des bonnes dissertes, si vous voulez, et qui, au fond, ne dérangent personne, suscitent juste des applaudissements convenus et polis. Arrive à ce moment-là le moment d'Aristophane, grand dramaturge Aristophane, qui est dans cette assemblée, et qui doit prendre la parole. Et de façon tout à fait intéressante, Aristophane, au moment de prendre la parole, ne peut pas le faire parce qu'il est saisi de hoquet. Et en fait, ce hoquet est une façon, pour Platon, qui écrit le banquet, qui se met à écrire à l'âge de 28 ans après la mort de Socrate, c'est-à-dire que la décision d'écrire chez Platon est entrée chez lui, enfin s'est imposée à lui quand le meilleur des hommes a été condamné par un régime politique qui se prétendait juste. Et donc Platon se met à écrire à 28 ans, et parmi les motifs qui ont valu à Socrate d'être condamné à mort, il y avait la caricature de lui-même qu'Aristophane en avait proposée dans Les Nuées, où il était avide de petits garçons et uniquement soucieux de compter les nuées au lieu de s'occuper des choses terrestres. Et donc Aristophane a joué un rôle dans la condamnation à mort de Socrate, et Platon ne le lui pardonne pas, et la vengeance de Platon, c'est ce hoquet. On entend Aristophane hoqueter. C'est comme ça qu'il se venge de lui. Bref, Aristophane ne peut pas prendre la parole. Mais il parlera après. Socrate prend la parole. Et Socrate raconte la naissance de l'amour. Et, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne peut pas faire une théorie du sentiment amoureux, à moins de le figer, de le calcifier, d'en faire un objet mort, d'avoir été disséqué. On doit passer par un récit, et Socrate le sait. Et donc, que fait-il dans le banquet? Il raconte la naissance de l'amour. Et la naissance de l'amour, ça se passe naturellement au banquet des dieux, un bon repas, d'où sort la panse pleine, Monsieur Poros. Monsieur Poros, c'est Monsieur Abondance. C'est Monsieur Plénitude, il a un gros ventre. Et comme tous les gens qui ont un gros ventre après un bon repas, qu'est-ce qu'il fait quand la pelouse est verte et que le soleil est doux? Et il s'endort, il fait la sieste. Arrive à ce moment-là Madame Carence, Madame Pénurie, Madame Peña, qui, comme son nom l'indique, mendie des rogatons et des miettes. Et c'est un peu ses jacouilles, si vous voulez. Il est bien heureux de boulotter nos restes. Enfin bon, elle en est là. Et donc Peña, Madame Carence, Pénurie par définition, se jette sur Poros. Et, dit Socrate, il lui vient l'idée d'avoir un enfant de lui. Et de cet accouplement, du plein et du vide, de la plénitude et de la carence, est né Eros. Et Eros, dit Socrate, et comme sa mère, il dit comme sa mère, c'est un va-nu-pied qui va le long des chemins, qui dort à la belle étoile et qui change souvent de domicile. Donc il a une vie... Eros, comment dire, il tourne un peu en rond. Enfin non, il va quelque part, mais il ne sait pas où. Mais, dit-il, il tient de son père l'idée d'une plénitude. C'est-à-dire qu'il tient de son père le sentiment qu'il existe en ce monde des choses qu'on peut aimer tellement qu'on les aime même quand on les possède. Ce qu'on appelle le souverain bien. Aimer le truc qu'on a. Pas très compliqué, hein? Bon. Quel genre d'objet est susceptible de vous inspirer un amour de cette nature-là? Même un humain n'y arrive pas. Aimer le truc qu'on a. Par exemple, dans Albertine, disparue, enfin dans la prisonnière, pas Albertine parce qu'elle est morte, mais dans la prisonnière, il la séquestre, le narrateur la séquestre, il ne veut pas qu'elle parte. Mais en même temps, quand elle est là, il s'emmerde. Après, quand elle s'en va, il souffre. Donc sa vie est, comme dirait Schopenhauer, un pendule qui oscille en permanence entre
l'ennui de la possession et la souffrance du manque. Et donc comment on fait pour sortir de ça? Eh bien par le souverain bien, c'est-à-dire par un sentiment qui ne s'épuise pas dans la possession de l'objet qu'il désire. Et Eros, il a tout ça en tête. Donc c'est un va-nu-pied qui va le long des chemins, mais comme l'étoile du Nord, il est guidé en lui par le goût d'une plénitude. Et au fond, chacun de ses gestes ici-bas sont l'expression de ce désir secret, à l'image d'un homme qui change de lit tous les soirs parce qu'en réalité, il cherche l'amour absolu. Socrate, Platon est l'interprète de ce sentiment-là. Et c'est ça qu'il raconte. À quoi Socrate ajoute une chose très importante, qui est que Eros est par définition philosophe. Car il ignore ce qu'est cette chose absolue, mais il en a l'idée. Il sait qu'il ne la connaît pas. Il sait qu'il ne sait rien. Il est celui dont le désir de la recherche lui vient du sentiment qu'il porte en lui quelque chose dont il doit finir par accoucher. Il doit finir par se ressouvenir de ce savoir absolu qu'il porte en lui et dont il finira par accoucher. Au fond, on aime comme on apprend. Ou plus exactement, l'enseignement de la philosophie est exactement un amour. Et on tombe sur la définition de la philosophie comme amour de la sagesse. C'est-à-dire non possession de la sagesse, mais désir de sagesse. C'est-à-dire littéralement un amour fou. Et Socrate mettra, et c'est ça qui est intéressant dans le banquet, c'est que à la fin du banquet, donc Socrate fait son discours, tonnerre d'applaudissements, tout va bien, etc. Suit ensuite le discours d'Aristophane, qui est au moins aussi beau que celui de Socrate, dont je vous parlerai après, peut-être. Mais un peu plus tard, ils sont dans les libations, ils boivent un peu, ils sont contents. Socrate est là, Agathon, qui est le maître des lieux, qui est un très beau garçon, très riche, assoit Socrate à sa place, enfin juste à côté, quasiment sur ses genoux. Arrive à ce moment-là Alcibiade. Et Alcibiade est encore plus beau qu'Agathon. Alcibiade est un homme, c'est Claudia Schiffer, si vous voulez. C'est inimaginable. C'est d'une beauté. Et c'est l'homme le plus désirable d'Athènes, c'est le général, c'est le soldat, c'est le gardien de la cité, c'est l'homme le plus désirable d'Athènes. Et Alcibiade arrive et il voit Socrate à côté d'Agathon, en train de lui caresser les cheveux. Et il dit, mais c'est épouvantable, c'est horrible, cet homme fait mon malheur, dit-il, parlant de Socrate. Tout le monde se tourne stupéfait en disant, mais comment c'est possible une chose pareille? Comment cet homme-là a pu te rendre malheureux? Il faut savoir que Socrate était laid comme un bœuf, c'est lui-même qui le dit. C'est très important. Et Alcibiade dit, écoutez, cet homme a brisé le cœur, voici l'histoire. Devant lui, je suis comme mordu par un mal de vipère. Et il raconte l'histoire. Il raconte qu'un jour, il se dit, il voit Socrate, et il se dit, mon Dieu, comme cet homme est laid, et comme cet homme est intelligent. Bon, se dit-il, moi je suis beau, mais je ne suis pas très intelligent. Donc, comme je suis beau, il peut aimer ma beauté, comme il est intelligent, j'adore son intelligence. On va faire un échange. Je vais lui donner un peu de mon corps, il va me donner un peu de son esprit. Donc, il va voir Socrate, et il lui dit, oh mon Socrate, viens donc dîner à la maison. Bien sûr, dit Socrate, il est un homme pour toi qui ne refuse jamais une invitation. Il arrive, il se rend à la maison, et donc il arrive chez Alcibiade, et Alcibiade le reçoit, lui fait des frais, ils discutent un peu, il passe une soirée merveilleuse, et puis à la fin du repas, Socrate civilement se lève et s'en va. Alcibiade, c'est pour que je n'ai pas été assez clair, en fait, c'est pas grave, ça arrive, quand on drague quelqu'un, il arrive que l'autre s'en aperçoive pas parce qu'on fait gaffe soi-même, donc le lendemain, il réinvite Socrate. Vous savez, cette histoire a inspiré à Gainsbourg, cette chanson, le lendemain, faites revenir ce cœur bien tendre. Et s'il s'endort, alors là, jetez-le dehors. Enfin, c'est la même histoire. Et donc le lendemain, il fait revenir Alcibiade, et Alcibiade, il dîne un peu plus tard, il y a un peu moins de monde, la lumière est tamisée, etc. Il dîne, et puis à la fin du repas, alors qu'Alcibiade est beaucoup plus explicite sur sa intention, Socrate se lève et s'en va. Le troisième soir, Alcibiade, qui vraiment n'a pas l'habitude de très conduit, réinvite Socrate, et là il est vraiment très tard, et à la fin du repas il lui dit en toute hypocrisie, Socrate, il est vraiment trop tard pour que tu rentres, le quartier n'est pas sûr, vaut mieux que tu restes dormir à la maison. Alors Socrate lui dit oui bien sûr, ou puis-je m'allonger? Il dit mais écoute, tu peux t'allonger là, allonge-toi, et si tu me permets, je m'allongerai près de toi. Bien sûr, dit Socrate, avec plaisir, mon bon. Et donc Socrate s'allonge, Alcibiade s'allonge, l'immonde Socrate s'allonge, le sublime Alcibiade s'allonge contre lui, et l'immonde Socrate s'endort. Et là, c'est dans le banquet, Alcibiade lui dit, Socrate, tu dors. Comme ça. Socrate lui répond, bah non, plus maintenant. Et Alcibiade lui dit, sais-tu à quoi je pense? Socrate lui dit, non, tu parles. Et là-dessus, Alcibiade lui explique son truc. Il lui dit, voilà, je suis beau et con, et toi, t'es
laid et intelligent, donc tu me donnes un peu de ton savoir, je te donne un peu de trucs, c'est du gagnant-gagnant, comme dirait Ségolène. Et c'est pas dans le texte. Mais je vous jure, c'est ça l'idée, on est là. Hein. Et là, Socrate lui fait une réponse extraordinaire qui est très intéressante, c'est que Socrate lui dit, mais mon bon, si tu as raison, si tu es beau et con, et que moi je suis laid et intelligent, ou laid et savant, ça veut dire que tu me proposes d'échanger de l'or contre du cuivre. Mon intelligence, elle est impérissable. L'intelligence que tu me prêtes, elle est impérissable. Ta beauté, dans quelques années, déjà maintenant, dans quelques années, c'est périssable. Donc moi qui t'aime vraiment, on va pas faire l'amour. On a mieux à faire. On va essayer de comprendre d'où vient la beauté dont ton corps est l'expression provisoire. Et Socrate administre à Alcibiade, en même temps, simultanément, un sublime râteau et sa première leçon de philosophie. Et Platon donne le jour, et c'est tout le problème de ce texte, Platon donne le jour à l'idée que les véritables amours sont des amours platoniques. Qu'on se fait parfois une trop haute idée du sentiment qu'on a pour le souiller en y mêlant nos orifices. Qu'on aime bien faire. Ce qui est très bête, en général. Et ce qui est fou, c'est que, en fait, le banquet présente deux personnes qui s'aiment tellement qu'elles renoncent à faire l'amour. Faudrait être fou pour être aussi sage. Moi, c'est mon sentiment. Mais ce qui est beau dans le banquet, c'est la découverte que la philosophie est une histoire d'amour, mais que l'amour dont il est question est un amour qui doit faire l'économie du corps, qui doit enjamber littéralement le corps, et donc se vivre aux dépens de ce qu'on éprouve parfois. C'est vraiment un texte, pour toutes ces raisons, à mon avis, majeur et essentiel à relire, et comme il n'y a pas de suspense, je vous assure que le fait de le relire, la relecture de ce texte, ou la lecture de ce texte, ne sera pas entamée par le récit que je vous en fais. C'était l'instant Platon. Platonique. L'instant platonique. Quel autre philosophe peut-on évoquer pour parler d'amour? Tous. Tous. Ils l'ont plus ou moins bien fait. Reste que la tradition, je trouve, la plus intéressante est celle qui n'inscrit pas le sentiment amoureux dans une démarche de connaissance, c'est-à-dire qui accepte l'ignorance assortie, qui accompagne le sentiment amoureux. Vladimir Jankélévitch est extrême quand il parle de ça. Il dit, moi je rêve d'un homme qui aimerait une femme pendant 50 ans, qui s'allongerait près d'elle pendant 50 ans et qui mourrait sans rien savoir d'elle. Il aime trop pour essayer de la connaître. Il aime trop pour vouloir la connaître. Ce que je veux dire ici, c'est que on fait souvent dans le sentiment amoureux comme si l'une des conditions du sentiment qu'on éprouve était la réciprocité, ou le bonheur que la réciprocité suscite. En réalité, comme dit Romain Gary, et c'est aux philosophes qui pensent ça que je me rattache, comme dit Romain Gary, être aimé c'est bien, mais aimer c'est de première nécessité. Le premier geste est d'aimer. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, en fait, dans le sillage de Spinoza, Bergson, Pascal, sauf que Pascal parle d'amour de Dieu, mais pourquoi pas? Dans le sillage de Spinoza, Pascal, Nietzsche, Bergson, il s'agit de penser l'amour comme un fait premier. Comme un fait premier. Spinoza dit « Quiconque aime Dieu d'un amour véritable ne doit pas faire effort pour que Dieu l'aime en retour. » Dieu, c'est la nature, c'est le réel, c'est l'existence. Mais quand on aime, on ne doit pas demander à l'autre de nous aimer en retour. Si l'autre veut nous aimer, c'est bien, mais on ne peut pas le lui demander, en particulier quand il s'agit d'un monde silencieux comme le nôtre. Donc quiconque aime Dieu d'un amour véritable ne doit pas faire effort pour que Dieu l'aime en retour. Phrase que tous les fanatiques gagneraient à apprendre, puisque qu'est-ce que c'est qu'un crime, qu'est-ce que c'est qu'un attentat, sinon un effort pour que Dieu nous aime en retour. À chaque fois, c'est la sortie d'une demande, invoquer pour qu'Allah me donne le martyr, etc., etc. Tu parles. On ne peut pas accorder le martyr à celui qui tue parce qu'il escompte quelque chose. C'est ça le problème. C'est qu'on a souvent glosé sur le courage des terroristes. C'est quand même un sacré courage pour faire ça. Non, il ne faut aucun courage quand on est convaincu qu'on est gagnant. C'est une spéculation, c'est un marché. Quand on demande à Dieu de nous aimer en retour, c'est qu'on n'aime pas Dieu. On est dans une démarche d'impie. De fait, il n'y a pas plus impie que le mécréant qui considère que Dieu a besoin d'un coup de main ou d'un coup de kalachnikov pour achever ses desseins. Quelle pauvre idée du divin.
Faut-il mépriser Dieu pour croire qu'on lui est utile en faisant des choses comme ça? Quoi qu'on fasse d'ailleurs. Faut-il mépriser Dieu pour croire que moi je pourrais lui servir à quelque chose? L'impiété, elle est là. La mécréance, elle est là. Et ça, c'est Spinoza qui permet de le comprendre à travers sa théorie de l'amour. Quiconque aime Dieu ne doit pas faire effort pour que Dieu l'aime en retour. Ne peut pas faire effort pour que Dieu l'aime en retour. Aimer Dieu d'un amour véritable, ça n'est rien demander en retour. Et de fait, si on exporte, alors, si on sort de la question du terrorisme ou du fanatisme, si vous voulez, pour essayer de penser cette question-là, cette simple donation du sentiment amoureux, c'est vrai que face au réel, face au monde, franchement, la situation est mauvaise. On va mourir, on ne sait pas pourquoi on est là, enfin, c'est quand même très compliqué. Sauf que, quand on aime le monde ou quand on se tourne vers lui, il est soudain revêtu d'une extraordinaire intensité d'intérêt. Non pas parce qu'il vous rend l'amour qu'on lui porte, mais tout simplement parce qu'il se dévoile à qui le regarde. Et aimer le monde de cette façon est la meilleure façon de vivre, ou la seule peut-être. Voilà, c'est comme le courage, si vous voulez. S'il faut être courageux dans la vie, c'est parce que être prudent, c'est beaucoup plus dangereux. C'est beaucoup plus risqué de baisser les bras que de se retrousser les manches. De la même manière, on vit moins bien quand on ne remporte pas cette victoire sur soi-même qui consiste à dire à quelqu'un d'autre, sans savoir si c'est réciproque, qu'on l'aime. La victoire est là, et dépend de soi. C'est ça le paradoxe. C'est que, évidemment, rien ne nous dicte le sentiment qu'on éprouve, mais dans le même temps, la décision, entre guillemets, ou l'être décidé d'aimer, en lui-même, reste de la souveraineté de l'individu. Notre problème, c'est pas d'aimer ou de ne pas aimer, c'est d'être capable d'aimer quand on aime. Ou d'être capable de le dire, ou de surmonter la crainte qu'on peut avoir à aimer, ou le vertige, ou ce moment de terreur. La victoire qu'on remporte sur soi-même quand on est capable de tomber amoureux est une victoire considérable, est une victoire énorme, parce que ça veut dire qu'on n'est pas... On est dans un rapport joyeux au monde. On est dans un rapport qui... Comment dire? Ça n'est pas le monde qui nous dicte nos sentiments, ce sont nos sentiments qui dictent le monde d'une certaine manière. C'est pas parce qu'un être est aimable qu'on l'aime, c'est parce qu'on l'aime qu'il est aimable. Et c'est la façon qu'on a trouvé d'investir aussi le monde du sentiment qui nous porte et dont nous sommes riches, dont nous sommes féconds. Et on n'est pas du tout chez Platon dans cette perspective-là. C'est ça que je veux dire en fait, c'est que pour Platon, l'amour est en vérité amour du beau, l'amour du beau est en vérité amour du bien, et l'amour du bien est en vérité amour de la vérité. Et donc il inscrit le sentiment amoureux, il fait du sentiment amoureux la première étape qui doit le conduire par négation de lui-même, par négation successive, vers l'intérêt pour ce qui a vraiment de l'intérêt. Dans la perspective l'autre perspective que je vous propose, qui est celle d'Albert Camus, au fond, qui est celle de Spinoza, qui est celle de Pascal, on commence par aimer. On commence par aimer. L'amour n'est pas absolu. Il ne s'agit plus d'amour de la sagesse, il s'agit de sagesse de l'amour. De la capacité d'aimer tout de suite, en fait. Donc, quand on parle d'amour, ou quand on parle de désir, c'est pas tout à fait la même chose, mais dans l'histoire des idées, il y a ceux qui inscrivent l'amour dans une ambition de connaissance, comme Platon par exemple, et qui se proposent de surmonter les illusions du sentiment amoureux au profit d'une vérité dont l'amour serait le marchepied, comme la beauté. Et puis il y a ceux qui aiment pour aimer, tout simplement. Et ceux-là sont des enfants qui refusent de grandir, et à mon avis, ce sont les meilleurs philosophes. S'il faut aimer sans rien attendre en retour, l'amour n'est peut-être que souffrance. Faut-il être stoïcien pour aimer et atteindre l'amour, cet amour vrai? Non, parce que ce qui est douloureux dans le sentiment amoureux, c'est précisément de suspendre son bonheur à ce qui ne dépend pas de soi, c'est-à-dire une réciprocité. C'est une des douleurs possibles du sentiment amoureux. Il y en a d'autres, bien sûr. Il y a des douleurs supérieures. La douleur de ne plus être aimé, et peu de choses à côté de la douleur de ne plus aimer soi-même. C'est la raison pour laquelle il est tellement difficile de quitter quelqu'un qu'on n'aime plus. On se sent déjà très coupable. En plus, il faut le quitter, c'est très compliqué. Donc, la difficulté, les douleurs attachées au sentiment amoureux viennent, en l'occurrence, dans l'exemple que vous donnez, viennent du fait qu'on a suspendu le sentiment ou la félicité à la réciprocité. Qui aime, quoi qu'il arrive, et quel qu'en soit le prix, ou plus exactement, quel qu'en soit le retour.
qui est capable d'aimer séparément du retour qu'il en attend, qui s'intéresse au monde de façon générale séparément de l'intérêt que le monde peut avoir pour lui, qui s'intéresse au réel séparément du simple calcul de son intérêt, qui s'intéresse aux autres. Non pas simplement parce que l'autre à qui on parle a de l'intérêt pour soi, parce qu'on veut le convaincre de quelque chose, ou parce qu'on veut qu'il achète son livre, etc., etc., mais qui s'intéresse aux autres séparément de l'intérêt que les autres ont pour lui, n'a pas besoin d'être stoïcien pour s'épargner la souffrance. Toutes les douleurs du monde sont solubles dans l'intérêt qu'on peut leur porter. Ça, c'est la grande leçon dans la recherche du temps perdu. Même le deuil, même la perte de quelqu'un, même la douleur qui accompagne la perte de quelqu'un est soluble dans la capacité qu'on a à en faire le récit. C'est pas être stoïcien. C'est pas être stoïcien, ça. C'est endormir la douleur en se familiarisant. Par la familiarité. C'est respecter l'originalité d'une douleur jusqu'au moment où elle s'estompe. C'est pas être stoïcien, c'est traverser la douleur. C'est vivre, c'est faire l'expérience du dépit. C'est faire l'expérience de la douleur. Il ne s'agit pas d'être heureux, il s'agit d'être joyeux. C'est pas du tout pareil. On est heureux quand on est satisfait, on est heureux quand il y a une bonne nouvelle, on est heureux quand on gagne au loto, on est heureux quand on vend des livres, on est heureux quand il se passe un truc bien pour soi qui ne dépend pas trop de soi en fait. On est heureux, et on est heureux provisoirement. Chaque fois qu'on est heureux, il y a toujours une petite voix à l'oreille qui nous susurre « Dépêche-toi mon pote, ça ne va pas durer ». Le bonheur est toujours inquiet. Bah oui, parce qu'il est éphémère, et il devance le moment où il s'estompe, parce que tout est éphémère. Mais il y a plusieurs façons, plusieurs qualités d'éphémère, si vous voulez. L'éphémère qui devance le moment où il ne sera plus est un éphémère qui est d'emblée douloureux. Le bonheur est toujours triste. Vous êtes heureux, vous redoutez de ne plus l'être. Oh, dis donc dire que dans une semaine, il faut rentrer. Eh ouais. Voilà. À la seconde où on dit ça, c'est fini. C'est comme une fois qu'on a dit qu'on aime, si vous voulez. On ne peut pas aller plus haut. On ne peut pas dire plus. On en a trop dit. On en a trop dit, c'est-à-dire qu'on a quitté la zone des intervalles pour entrer dans la zone où les choses sont nommées, où les choses sont dites. Alors, le bonheur, évidemment, le bonheur dépend d'une gratification, d'une récompense, d'un truc qui suspend un peu la douleur d'exister, avant d'y retomber. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, dans les entreprises, qu'il faut que les salariés soient heureux, parce qu'un salarié heureux est un salarié performant. C'est le bonheur. Comme dit Nietzsche, c'est l'invention du dernier des hommes, du dernier homme. Nous avons inventé le bonheur, dit le dernier homme en clignant de l'œil. Tout est dit. Nous avons inventé le bonheur, dit le dernier homme en clignant de l'œil. Pensez au Club Med, le bonheur si je veux. Le problème du bonheur, si vous voulez, c'est que c'est une monnaie de singe, en fait. On pourrait faire l'argument de Socrate, c'est du cuivre contre de l'or. On vous vend un peu de bonheur, c'est du bonheur temporaire, c'est du bonheur provisoire, et en plus c'est addictif. Donc, la joie, c'est tout à fait autre chose. La joie, c'est l'assomption, c'est le fait d'assumer ce que l'existence peut avoir de douloureux, justement. Il s'agit de se donner les moyens par la joie qu'on éprouve, de regarder le monde tel qu'il est dans toute son âpreté. C'est tout l'enjeu de la joie. Donc ça n'a rien à voir avec le bonheur, qui est une constante fuite des méfaits de l'existence. Et on essaie, dans la mesure du possible, on a raison de le faire d'ailleurs, d'échapper à ce que la vie peut avoir de douloureux. Quand on est joyeux, on essaie de faire face à ce que la vie peut avoir de douloureux. C'est comme le rapport à la mort. On en avait parlé la dernière fois, peut-être. Le rapport à la mort. Montaigne explique, dans son chapitre 20 du livre 1 des Essais, que la mort, l'idée de la mort, la crainte de la mort, la peur de la mort est soluble dans le face-à-face avec la mort, pas dans le divertissement. Quand on regarde ailleurs, on est hanté par la mort. Personne ne pense plus à la mort que celui qui veut penser à autre chose. Celui qui regarde la mort en face, qui dîne, comme dit Montaigne, face à des crânes. Celui-là, d'une certaine manière, dissout la mort dans le simple fait de la regarder en permanence, ou comprend que la vie ne s'arrête pas à sa vie et accède à une forme de sagesse qui lui permet, dit Montaigne, de mourir debout et de mourir vivant. Eh bien, le bonheur et la joie, c'est le même enjeu, en fait. La joie consiste à aimer le monde séparément de l'amour que le monde peut avoir pour soi, alors que le bonheur dépend des bienfaits du monde. Si le monde est sympa pour vous, si vous avez une promotion, si vous avez une bonne nouvelle, si, je sais pas moi, si le petit Albac, enfin tout ça, c'est le bonheur, ça dépend pas de nous. C'est quand le monde est sympa, c'est quand le monde se convertit à l'indulgence envers ma petite vie. C'est le bonheur. Mais, encore une fois, nous ne sommes pas les artisans du bonheur qu'on éprouve. La joie, oui. C'est tout le paradoxe. La joie est absurde parce que franchement, il n'y a pas de quoi rire. C'est quand même l'enfer, on est quand même né par hasard, on va mourir, on ne sait pas pourquoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même ça la situation. Et pourtant, c'est la seule et meilleure façon de vivre, parce que qui n'est pas joyeux dans le monde est malheureux deux fois. Je sais que le public brûle d'envie d'échanger avec notre invité. Avec joie ou bonheur.